Bienvenue dans ce cours consacré aux troubles psychiques, animé par le professeur Badreddine Ezezaidi. Aujourd'hui, nous allons explorer les notions fondamentales qui permettent de comprendre, diagnostiquer et classifier les troubles psychiques. Nous aborderons la différence entre symptômes, syndromes et tableaux cliniques, puis nous détaillerons la classification selon le DS-Making. Enfin, nous examinerons les principaux tableaux cliniques des troubles de l'humeur, anxieux et psychotiques. Ce parcours vous donnera une vision claire et structurée, essentielle pour toute pratique en santé mentale. Les objectifs de ce cours sont multiples. D'abord, définir précisément la notion de trouble psychique, puis différencier les concepts de symptômes, syndromes et tableaux cliniques. Nous apprendrons également à classifier les troubles psychiques selon les standards internationaux et à décrire les tableaux cliniques sémiologiques des grands groupes de troubles. Troubles de l'humeur, troubles anxieux et troubles psychotiques. Ce cadre vous permettra d'aborder chaque patient avec rigueur et humanité. Dans le langage médical, on parle souvent de maladie, terme qui sous-entend une cause biologique précise. En psychologie, on préfère le terme trouble, car les causes sont souvent multifactorielles, psychiques, sociales et biologiques. Il est important de noter que le demandeur de soins est appelé client et non malade, ce qui reflète une approche plus globale et moins stigmatisante. Cette distinction s'avère essentielle pour comprendre la diversité des parcours et des prises en charge. Les termes trouble psychique et trouble mental sont souvent utilisés de manière interchangeable. Le premier est plus courant dans le langage clinique et psychologique, tandis que le second est privilégié dans le domaine médical et psychiatrique. Toutefois, ils désignent tous deux des difficultés psychologiques qui affectent le fonctionnement d'une personne, que ce soit au niveau des pensées, des émotions ou des comportements. Cette nuance de vocabulaire reflète la diversité des approches en santé mentale. La sémiologie psychiatrique consiste à étudier les signes observables ou rapportés par le client. Une description sémiologique rigoureuse distingue toujours le subjectif, ce que le patient ressent et exprime, de l'objectif, ce que le clinicien observe, comportement, discours, attitude. Par exemple, dans un épisode dépressif majeur, le patient peut se dire triste ou vide, tandis que le clinicien observe un ralentissement psychomoteur, une posture affaissée ou des troubles de la concentration. Cette approche permet une évaluation précise et personnalisée. Le symptôme est une manifestation subjective exprimée par le patient, tandis que le signe est une manifestation objective relevée par le clinicien. Par exemple, un patient peut dire « je suis triste », symptôme, alors que le clinicien observe des pleurs ou un visage triste, signe. Cette distinction est fondamentale pour structurer l'évaluation clinique et éviter les confusions lors du diagnostic. Un syndrome est un ensemble de symptômes et de signes cliniques qui apparaissent ensemble de façon caractéristique, suggérant la présence d'un trouble mental spécifique. Par exemple, le syndrome dépressif ne se limite pas à la tristesse, mais inclut aussi la perte d'intérêt, les troubles du sommeil, la fatigue et les difficultés de concentration. Reconnaître un syndrome permet d'orienter le diagnostic et la prise en charge. Le tableau clinique est la synthèse structurée des données subjectives et objectives recueillies lors de l'évaluation d'un client. Il intègre symptômes, signes, antécédents et histoire du trouble grâce à l'entretien, l'examen mental et physique. Chaque tableau clinique est unique, reflétant la réalité singulière du patient. Il sert de base au diagnostic et à la prise en charge et permet d'adapter les interventions à chaque cas. Selon le DS-Making, un trouble mental est un syndrome caractérisé par une perturbation significative sur le plan cognitif, émotionnel ou comportemental, reflétant un dysfonctionnement psychologique, biologique ou développemental. Il entraîne une détresse ou un handicap dans les domaines sociaux, professionnels ou scolaires. Les réactions attendues à des événements courants, comme le deuil, ne sont pas considérées comme des troubles mentaux, sauf si elles résultent d'un dysfonctionnement individuel. Le DS-Making est le manuel de référence pour le diagnostic des troubles mentaux. Il fournit un langage commun et des critères standardisés. Cependant, il a été critiqué pour son approche médicalisée, le risque de surdiagnostic,
l'influence de l'industrie pharmaceutique, la faible validité scientifique, absence de marqueurs biologiques, et la tendance à normaliser la souffrance. Malgré ces critiques, il reste un outil incontournable pour la classification des troubles psychiques. Le DSM-5 classe les troubles mentaux en plusieurs catégories: troubles neurodéveloppementaux, troubles du spectre de la schizophrénie, troubles bipolaires, troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles obsessionnels compulsifs, troubles liés au traumatisme, troubles dissociatifs, troubles somatiques, troubles alimentaires, troubles du sommeil, dysfonction sexuelle, troubles liés à une substance, troubles neurocognitifs, troubles de la personnalité et troubles paraphiliques. Cette classification permet d'orienter le diagnostic et la prise en charge. Les troubles de l'humeur, selon le DSM-5, ne forment pas une catégorie indépendante mais un chapitre spécifique. L'humeur, selon Jean Delay, est une fonction psychobiologique fondamentale dont le dysfonctionnement se manifeste par des syndromes précis comme la mélancolie ou la manie. Les troubles dépressifs incluent le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle, le trouble dépressif caractérisé, la dysthymie, le trouble dysphorique prémenstruel et d'autres formes. Leur point commun: une humeur triste, vide ou irritable, accompagnée de modifications somatiques et cognitives. Le trouble dépressif se manifeste sur plusieurs volets. Sur le plan de l'humeur, tristesse pathologique, anédonie, hyperthymie douloureuse, émoussement affectif et douleur morale. Sur le plan psychomoteur, ralentissement de la mimique, des gestes, de la voix, aboulie, fatigue intellectuelle, incapacité à se projeter. Sur le plan cognitif, troubles de l'attention, de la mémoire, difficultés de rappel, biais de mémoire vers les souvenirs douloureux. À cela s'ajoutent des troubles du sommeil, de l'appétit, sexuel, digestif, cardiovasculaire et neuromusculaire. Les troubles anxieux regroupent des troubles caractérisés par une peur et une anxiété excessive, ainsi que des perturbations comportementales associées. La peur est une réponse à une menace imminente, réelle ou perçue, tandis que l'anxiété est l'anticipation d'une menace future. Le DSM-5 distingue plusieurs formes: anxiété de séparation, mutisme sélectif, phobie spécifique, anxiété sociale, troubles paniques, agoraphobie, anxiété généralisée et troubles anxieux induits par une substance ou une affection médicale. L'anxiété de séparation se caractérise par une peur ou une anxiété excessive et inappropriée concernant la séparation d'avec les figures d'attachement. Elle se manifeste par une détresse récurrente lors des séparations, des soucis persistants concernant la sécurité des proches, une réticence à quitter la maison, des cauchemars à thème de séparation et des plaintes somatiques lors des séparations ou en anticipation. Ce trouble affecte particulièrement les enfants, mais peut aussi toucher les adultes. Le mutisme sélectif est défini par l'incapacité régulière à parler dans certaines situations sociales, alors que l'enfant parle normalement dans d'autres contextes, comme à la maison. Cette incapacité n'est pas due à un défaut de connaissance de la langue, mais à une anxiété sociale intense. Elle a un impact significatif sur la réussite scolaire ou professionnelle et sur la communication sociale. Les enfants concernés n'initient pas d'échanges verbaux et refusent souvent de parler à l'école. L'anxiété sociale, ou phobie sociale, se manifeste par une peur intense ou une anxiété dans les situations où l'individu peut être observé ou jugé par autrui. Cela inclut les interactions sociales, les situations de performance ou même le fait de manger en public. La personne craint d'être embarrassée, humiliée ou rejetée. Chez l'enfant, cela peut se traduire par des pleurs, des accès de colère ou un retrait social marqué.